Alors du coup, bonjour à tous, bienvenue. Alors je vais me présenter, moi je suis Clara, la chargée de marketing et communication chez Agrumes. Donc certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà, c'est nous du coup qui organisons cet événement aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Agrumes, c'est un logiciel de préparation et de suivi des procédures RH, ni plus ni moins, qui a été développé donc par des avocats en droit social. Le logiciel Agrumes, il va permettre notamment de digitaliser les procédures RH sur toute la vie du salarié, donc de l'embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail, et tout cela en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles de l'entreprise. C'est pourquoi, du coup, on a une certaine expertise sur le sujet, nous, quand même. Donc, on propose pas seulement, d'ailleurs, ce logiciel-là, on a également un logiciel de gestion du CSE, et y compris un logiciel de vote électronique qui va permettre d'élire ou de réélire les membres du CSE ou, par exemple, d'effectuer des votes de vos référendums. On va également proposer une offre d'accompagnement juridique qui est dispensée par le cabinet Zest Avocat. Du coup, on a l'habitude quand même de réaliser des webinars qui sont co-organisés avec ce cabinet-là. On va traiter des sujets d'actualité juridique, comme celui du jour d'ailleurs, qui est présenté par Cécile, du coup, qui est la responsable du pôle social chez Agrumes. Alors du jour, on va évoquer dans un premier temps les différents sujets qui ont fait l'actualité du deuxième semestre de 2023, dont la prime de partage de valeur, le décret sur les informations à donner aux salariés, par exemple. Et puis dans un second temps, on aura évidemment un temps pour répondre à toutes vos questions, donc environ 10-15 minutes. En attendant, n'hésitez pas à les noter dans le chat, comme ça on va pouvoir les reprendre une à une. Voilà, Cécile, je te laisse du coup enchaîner. Bonjour à tous, donc Cécile Buzy, responsable du pôle social chez Agrumes. J'en connais certainement beaucoup d'entre vous. Alors, on veut vous faire profiter de notre actualisation et aussi de notre mise à jour du logiciel en fonction de l'actualité. Donc, on avait fait un point d'actualité en début juillet dernier. Qui avait rencontré un franc succès. C'est pourquoi on s'est dit qu'il fallait vous en reproposer un en ce début d'année sur la fin de l'année 2023 et aussi vous verrez début de l'année 2024. On va déjà commencer par un sujet qui a intéressé beaucoup de monde, les décisions de la Cour de cassation de septembre du mois de septembre 2023 sur l'acquisition des congés payés. Donc ces décisions, elles sont importantes. Pourquoi parce qu'elles reviennent sur des principes en fait du Code du travail et elles peuvent entraîner un coût important pour les entreprises. En fait, aujourd'hui, les salariés en arrêt de travail pour origine non professionnelle n'acquéraient pas de congés payés. Seuls les salariés en arrêt de travail pour origine professionnelle acquéraient des congés payés sur la période. Or, la Cour de cassation a considéré que les dispositions du Code du travail n'étaient pas conformes au droit européen. Donc, et a décidé que, quelle que soit l'origine de l'arrêt de travail du salarié, le salarié acquérait pendant sa période d'arrêt de travail des congés payés. De même, le Code du travail limitait la période d'acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail d'origine professionnelle à 1 année. Et là encore, la Cour de cassation a précisé que ces dispositions n'étaient pas conformes à la directive européenne et que en fait, on ne devait plus opposer cette limite à cette acquisition. Et on a un troisième arrêt qui a intervenu sur la prescription de cette acquisition au congé payé. Et donc, la prescription, maintenant, son point de départ, c'est à la fin de la période fin de la période au cours de laquelle les congés qui auraient dû être acquis au titre de l'arrêt de travail auraient pu être pris dans la mesure où l'employeur aurait mis le salarié en position de prendre ses congés. Enfin, bon. Donc en gros, là, on est en train d'étendre largement
la possibilité pour les salariés d'acquérir des congés payés pendant leur arrêt maladie et leur possibilité de réclamer ces congés payés. Donc, suite à ces décisions, alors bien sûr, il y a eu une levée de boucliers parce que le coût pour les entreprises peut être énorme en fonction des arrêts des salariés. Donc, je voulais déjà attirer votre attention sur le fait qu'il y a déjà des décisions des cours d'appel, donc de Paris et de Versailles, notamment, qui ont été prises et qui ont donné droit aux demandes des salariés en matière de congés payés. Alors sur les demandes, ces demandes, ça a été des rappels de congés payés limités à 3 ans. Donc on peut pas vraiment tirer de conclusion sur la prescription qui va être appliquée vraiment sur les congés payés qui auraient été acquis sur des périodes encore antérieures. Ensuite, on a eu aussi la Cour de justice européenne qui est venue préciser qu'en fait, il appartenait aux États membres de venir définir la durée de report, donc de 4 semaines de congés payés acquis sur une période d'acquisition, et qui considère que qu'à défaut de précision, la période maximale de repos devrait être limitée à 15 mois. Mais bon, c'est encore une décision de la Cour de justice européenne. Il faut savoir que avant que la Cour de cassation prenne ces décisions, il avait été demandé plusieurs fois à la France de se mettre en conformité avec la réglementation européenne, et ça n'avait pas été fait. Hein. Donc quand même, on s'attendait à ce qu'il y ait que ça bouge de ce côté-là. Donc la Cour de cassation a remplacé le législateur, et la Cour de cassation a aussi saisi le Conseil constitutionnel depuis ces décisions sur la constitutionnalité des dispositions du Code du travail prévoyant justement l'acquisition des congés payés que pour les arrêts de travail d'origine professionnelle, et sur la limitation à 1 an de l'acquisition des congés payés pour les arrêts de travail d'origine professionnelle. Donc, le Conseil constitutionnel va étudier cette question le 30 janvier prochain et devra rendre sa décision mi-février. Donc, il faut rester un peu en alerte sur ce point-là. Nous, bien entendu, on reste en alerte et on vous préviendra. Et le gouvernement à plusieurs reprises a indiqué qu'il travaillait sur le sujet parce que c'est un sujet important et avec un coût financier important éventuel pour les entreprises. Donc là aussi, on devrait avoir une adaptation de la réglementation. Donc on est en attente. Alors la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'on régularise? Est-ce qu'on régularise pas? Que fait-on? Alors notre position, qui d'ailleurs est la même que celle de l'UIMM, c'est d'attendre, au moins attendre la position du Conseil constitutionnel, attendre éventuellement la modification de la réglementation, et ne pas se lancer dans une régularisation automatique et générale des compteurs de congés payés. Et si jamais il y a une réclamation, étudier au cas par cas la réclamation et gérer éventuellement le contentieux, savoir en fonction de la date de la décision et de l'audience ce qu'on fait. Éventuellement signer des accords transactionnels, notamment quand les contrats ont été rompus. Mais en tout cas, pour les contrats en cours, nous, notre conseil, c'est plutôt d'attendre.
Donc voilà, sachant qu'en plus pour les contrats qui sont en cours, il est difficile de transiger parce que pour la période d'acquisition en cours, comme vous savez, les jours de congé, ils peuvent pas être composés par une indemnité compensatrice. C'est vraiment, il faut donner le repos. Donc aujourd'hui, la position c'est attendre la position du gouvernement, attendre la position du Conseil constitutionnel, procéder peut-être à un audit du nombre d'arrêts de travail et des éventuels congés payés à régulariser en limitant sur une période de 3 années qui correspond à la période de rappel de salaire. Et l'audit permet aussi de provisionner dans les comptes éventuellement les provisions nécessaires à cette régularisation. Donc voilà, donc c'est un sujet à suivre sur l'année 2024. Ensuite, nous voulons revenir sur le régime social des indemnités de rupture. Donc, j'en avais déjà parlé dans le webinaire de juillet dernier. Mais là, il y a une précision qui est venue. Donc, en fait, comme vous le savez, maintenant, il y a un régime unique que le salarié puisse bénéficier d'une pension de retraite ou non. Le forfait social de 20% n'est plus applicable. C'est une contribution patronale de 30% qui est applicable. Alors pardon, j'avance peut-être un peu trop vite, mais la question qui se posait, c'est que le régime social des indemnités normalement est calqué sur le régime fiscal. Or, le régime fiscal de l'indemnité de rupture versée à un salarié qui peut bénéficier d'une pension de retraite n'avait pas été modifié et n'a toujours pas été modifié, c'est-à-dire quoi, une indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié qui peut bénéficier d'une pension de retraite est soumise à impôt. Donc la question c'était est-ce que on applique bien le même régime qu'aux salariés qui ne bénéficient pas de pension de retraite. Donc là, on a la loi de financement de sécurité sociale qui est venue nous confirmer, quel que soit le régime fiscal applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle, le régime social est bien unique. Donc, on a cette confirmation qui nous a été amenée par la loi de financement de sécurité sociale et le bulletin officiel de sécurité sociale a été d'ailleurs mis à jour avant même l'adoption de la loi de sécurité sociale sur le sujet. Donc maintenant, c'est un régime unique. Ensuite, bon, la mise à la retraite, je voulais revenir sur le sujet. La mise à la retraite, on a aussi l'application de la contribution patronale de 30% depuis le 1er septembre. On n'a pas de nouveauté dans la loi de financement de sécurité sociale sur ce sujet-là, mais sachez que on n'a plus une contribution patronale de 50% sur la totalité du montant, on a une contribution patronale de 30%. Donc voilà sur ce sujet-là. Ensuite, on a un nouveau sujet pour les employeurs qui est quand on a un salarié qui est en CDD, à la suite du CDD, on propose un CDI, on doit lui notifier cette proposition par lettre recommandée avec accusé de réception. On lui laisse un délai de réflexion raisonnable pour l'accepter ou pour le refuser. Et là, ce qui est nouveau, c'est que si le salarié refuse le CDI après son CDD, l'employeur doit informer dans un délai d'1 mois l'opérateur France Travail, on n'appelle plus Pôle emploi, et grâce à une plateforme. Et donc, cette plateforme a été mise en place par un arrêté publié au 10 janvier 2024. Et attention, j'attire votre attention,
Cette obligation de transmission dématérialisée via le site que j'ai indiqué ici, démarche simplifiée, commencer refus de CDI informé, il faut le faire pour le refus depuis le 1er janvier dernier. Donc, bien mettre ça en place. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on a informé France Travail? France Travail va informer le salarié que cette information lui a été transmise et France Travail va informer le salarié de l'impact de ce refus sur ses droits à allocation. Donc là, je vous ai indiqué sur la plateforme les informations qui vont être transmises. En gros, c'est les informations par rapport à l'entreprise, d'identification de l'entreprise, d'identification du salarié, les informations sur le CDD avec les dates de début, les dates de fin, et ensuite sur le CDI qui a été proposé aux salariés. Donc cette obligation, c'est depuis le 1er janvier. Ensuite, je voulais revenir sur la loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière sociale. J'en ai déjà parlé en juillet dernier, mais elle a mis en place différentes choses à compter de septembre dernier. C'est pour ça que je voulais en parler. Et aussi, on attendait un décret d'application dont je vais parler ensuite. Depuis le 9 septembre dernier, j'attire votre attention parce que c'est important et nous on a mis à jour notre logiciel Agrumes, donc vous inquiétez pas, ça a été pris en compte, mais pour ceux qui n'utilisent pas encore notre logiciel, qui n'auraient pas l'alerte et qui n'auraient pas nos modifications, notez bien que les périodes d'essai prévues par les conventions et accords collectifs qui sont plus longues que les périodes légales ne sont plus applicables depuis septembre 2023. Ça a son importance puisque si vous entendez rompre un contrat de travail en appliquant une période d'essai plus longue, vous êtes déjà dans un contrat qui peut être définitif et vous retrouvez avec une contestation devant le Conseil de prud'homme, en fait en contestation d'un licenciement irrégulier. Ensuite, il y a différentes périodes qui sont assimilées depuis septembre dernier à du temps de travail effectif. Donc, je le rappelle ici, le congé paternité, les congés parentaux d'éducation à temps partiel et les congés parentaux d'éducation à temps plein. Donc, est pris en compte pour moitié seulement concernant la détermination des droits à tirer de l'ancienneté. Donc, il faut vérifier à chaque fois ces dispositions-là, notamment cette question peut se poser en cas notamment d'application d'accords de régime d'épargne salariale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne prévoyait la publication d'un décret qui est intervenu le 30 octobre dernier et qui donne des informations sur les informations justement qui doivent être données aux salariés dans un certain délai. Donc là, on a reporté dans ce tableau les différentes informations qui doivent être données. Donc au début, nous, quand on a découvert ce décret, on considérait que en fait ça n'apportait rien de nouveau. En tout cas, pour les contrats qui étaient édités avec notre logiciel, puisque en fait, par exemple, l'identité des parties à la relation de travail, c'est déjà donné dans nos contrats. Le lieu de travail est aussi donné, l'intitulé de poste. Enfin, vous voyez, toutes ces informations étaient déjà données dans nos contrats. Toutefois, on a quand même fait quelques modifications
Concernant par exemple le droit à la formation. Il est indiqué qu'on doit donner des informations aux salariés sur le droit à la formation, mais on peut faire un renvoi directement aux dispositions légales. Donc par exemple, nous, ce qui a été fait, c'est qu'on a fait une modification dans notre logiciel pour que dans les contrats, on avait déjà une clause sur la formation, mais il y a un renvoi fait aux dispositions de l'article L6321-1 du Code du travail. De même, pour les congés payés, le décret semble indiquer qu'il faut indiquer le nombre de congés payés auxquels les salariés peuvent avoir droit. Alors nous, aujourd'hui, nos clauses renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables pour que on voudra aller plus loin, donc c'est quelque chose qui va être fait, c'est-à-dire qu'on va rattacher, on va aller chercher l'information dans les conventions collectives pour que le nombre soit indiqué dans les contrats de travail. Il faut savoir que pour l'application de ce décret, un arrêté va être publié par le ministère du Travail et des modèles de clauses vont être donnés par le ministère du Travail. Donc c'est pour ça qu'on attend de voir le niveau de précision qui va être requis aussi par l'administration. Parce que, comme vous voyez, il y a un niveau d'information qui est demandé et qui est un peu étrange. Ça concerne les majorations pour les heures supplémentaires et aussi les cas dans lesquels des heures supplémentaires pourraient être demandées. Aujourd'hui, en l'état actuel du droit français, parce qu'en fait là c'est une transposition d'une directive européenne par un décret. En fait, dans le cadre par exemple, des contrats de travail à temps partiel, il doit être prévu dans les contrats de travail dans quelle mesure des heures complémentaires peuvent être demandées aux salariés, le taux de majoration et dans quel cas ces heures peuvent être demandées. Donc, on a l'impression que c'est ce qui peut être demandé comme précision dans les contrats. Mais c'est un peu étrange parce qu'aujourd'hui, les heures supplémentaires, elles relèvent quand même du pouvoir de direction de l'employeur. Donc, c'est un peu étrange de devoir énumérer tous les cas dans le contrat de travail dans lesquels il pourrait être recouru aux heures supplémentaires. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, comme le décret le prévoit, où il est possible de faire un simple renvoi aux dispositions légales et réglementaires et conventionnelles, pour l'instant, dans nos modèles de clauses de contrat, on ne prévoit qu'un renvoi aux dispositions légales et réglementaires et on ne détaille pas pour l'instant les cas de recours aux heures supplémentaires. On attend l'arrêté du ministère du Travail. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de dispositions pour lesquelles il est possible de renvoyer directement. Donc, les éléments constitutifs de rémunération, la durée du travail. Il est aussi possible, donc sur le droit à la formation, comme je vous le disais, la durée des congés payés, la procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail. Donc là, ça serait compliqué si on devait énumérer à chaque fois les différentes procédures applicables en France. Heureusement, on peut renvoyer aux dispositions légales. Et comme vous voyez, les régimes obligatoires en protection sociale complémentaire, donc déjà, on était déjà obligé de le faire dans les CDD. Donc aujourd'hui, on va informer dans les CDI de manière systématique et en tout état de cause. Cette information était déjà donnée en donnant les notices d'information sur les régimes
de prévoyance complémentaire mis en place dans les entreprises. Donc en fait, on a transposé en droit français ces dispositions de l'Union européenne, mais en fait en France, on n'en avait pas réellement besoin puisque on a déjà pas mal de choses mises en place dans nos contrats de travail. Donc l'intérêt est tout relatif. J'attire votre attention sur le fait que des mentions spécifiques doivent être aussi indiquées dans les contrats des salariés qui sont détachés. Et souvent, les conventions collectives demandaient déjà que ces mentions soient indiquées. Ensuite, je souhaite revenir donc sur la loi sur le partage de valeurs. Donc, on était déjà revenu sur le projet de loi, mais là, il a été adopté le 29 novembre dernier. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de mettre en place un accord de participation de manière facultative qui dérogerait à la formule légale. Les branches professionnelles doivent ouvrir des négociations avant le 30 juin 2024, ce qui permettrait aux entreprises de moins de 50 salariés d'adopter directement les accords qui seraient négociés au niveau de la branche sur ce type de participation. Dans les entreprises d'au moins 11 salariés ayant réalisé un certain bénéfice, il y a une obligation de mettre en place pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024 un régime de partage de valeur, soit vous voyez un régime d'intéressement, soit abonder à un plan d'épargne salariale, soit verser une prime de partage de valeur. Donc, il faut vraiment être attentif pour les entreprises d'au moins 11 salariés qui ont réalisé un certain bénéfice net fiscal, de bien mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc aussi, ces régimes, ils sont mis en place pendant 5 ans à titre expérimental. Ensuite, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place, qui est réservé cette fois aux entreprises de 50 et plus et qui ont un délégué syndical. Donc là, c'est un régime de partage de la valeur qui est mis en place en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Donc, les entreprises ont une obligation de négocier avant le 30 juin 2024 sur la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et les modalités de répartition du partage de la valeur en cas d'atteinte de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal. Bien entendu, les entreprises qui ont déjà un accord de participation, un accord d'intéressement qui prévoit déjà une définition un régime de partage de valeur qui dépendrait de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal n'ont pas à renégocier. Ensuite, j'attire votre attention sur le fait que la loi est venue définir des critères sur lesquels repose ce nouveau partage de valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, on vous communiquera le support, vous pourrez regarder plus en détail. Ensuite, cette loi est venue aussi repréciser différentes choses, notamment en matière de prime de partage de valeur. La prime de partage de valeur, elle peut être attribuée 2 fois par année civile. Toujours dans la limite des plafonds totaux de 3 000 € ou 6 000 € si un accord d'intéressement existe dans l'entreprise. La prime de partage de valeur peut être placée dans un plan d'épargne salariale. On attend un décret d'application sur ce sujet-là. Donc, on reviendra avec nos actus que nous publions régulièrement dès qu'il sera publié. Faut savoir qu'il y a déjà une tolérance administrative sur ce point.
Ensuite, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le régime de faveur est étendu jusqu'au 31 décembre 2026, c'est-à-dire exonération de charges sociales, exonération d'impôts dès lors que le plafond de 3 000 euros est respecté ou le plafond de 6 000 euros. Donc, dans les entreprises de moins de 50 salariés, on peut continuer à verser des PPV complètement exonérés d'impôts et de charges sociales. La loi sur le partage de valeur aussi prévoit la possibilité de verser des avances sur intéressement et participation. Donc là, ces avances ces avances sont déjà admises par l'administration et on attend encore un décret. Voilà. Ensuite, il y a la création d'un nouveau dispositif qui permet aux entreprises de verser une prime exonérée de cotisations sociales, qui est un plan de partage de valorisation de l'entreprise. Là, ça sera une prime qui sera versée en fonction de la variation de la valorisation de l'entreprise, qui va être fixée sur 3 ans, et au bout de ces 3 années, si la valeur de l'entreprise a bien varié selon les conditions prévues dans l'accord, alors une prime pourra être versée. Donc c'est un système facultatif, et là encore on attend un décret d'application donnant des précisions sur ce plan de partage de valorisation de l'entreprise. Ensuite, c'est juste un flash info. En cas de licenciement économique, on a une prolongation du contrat de sécurisation professionnelle qui peut encore être proposée jusqu'au 31 décembre 2024. On verra si on a une nouvelle prolongation à la fin de cette année. Pour le document unique d'évaluation des risques, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'une plateforme devait être mise en place et devait être utilisée par les entreprises d'au moins 150 salariés au 1er juillet 2023, et que cette plateforme doit être utilisée obligatoirement pour les entreprises de moins de 150 salariés au plus tard le 1er juillet 2024. Or, l'administration devait mettre en place ce portail, mais il n'est toujours pas mis en place. Donc, on ne peut pas conserver de manière dématérialisée sur cette plateforme et le publier. On peut pas encore le faire, mais attention, les entreprises ont bien l'obligation de conserver le document unique d'évaluation des risques, soit en version papier, soit en version numérique, pendant une durée de 40 ans. Oui, c'est ça. À chaque fois, ça me surprend, mais c'est bien le cas. Donc, il faut bien veiller à ce que toutes les entreprises conservent ce document. Bon, la loi de financement de sécurité sociale prévoit diverses petites mesures, de celles dont j'ai déjà parlé, simplement, il y a des nouveautés en matière d'arrêt de travail. Donc, sachez que le gouvernement s'est donné pour objectif de limiter les arrêts de travail des salariés, et donc déjà a pris des mesures pour essayer de freiner les arrêts de travail déjà donnés en téléconsultation. Donc les arrêts de travail donnés en téléconsultation, ils doivent être déjà limités à 3 jours, et la prise en charge par la sécurité sociale va être un peu limitée pour ces arrêts-là. Ce qui peut intéresser les entreprises ou les clients des experts comptables, c'est éventuellement la contre-visite médicale. Donc, on tente de faciliter les contrôles médicaux et les procédures. Maintenant, le délai pour communiquer les rapports de contre-visite sont allongés de 48 heures à 72 heures.
ce qui permet de faciliter les choses pour les employeurs. Bon, j'attire vos attentions sur en matière pour les procédures d'abus de droit, pour accélérer les choses. Il y a une suppression du comité des procédures des abus de droit, et par contre le délai de recours est allongé. Bon, je rentre pas dans les détails, mais si jamais vous avez ce type de procédure avec l'URSSAF, sachez qu'il y a des nouveautés et que ça peut être intéressant de s'y pencher. Ensuite, la loi de finances 2024 a reconduit des régimes de faveur sur la prise en charge des frais de transport jusqu'à la fin de l'année. Donc, je souhaitais attirer votre attention là-dessus. Sachez que le bulletin officiel de sécurité sociale est remis à jour régulièrement sur ces dispositions-là. Donc, c'est très facile de retrouver l'information. Enfin, je voulais finir ce webinaire en revenant sur différentes actualités jurisprudentielles. Bon, j'ai déjà pris 40 minutes de votre temps, donc je vais revenir rapidement sur les principales jurisprudences. Donc, j'ai déjà évoqué celle sur les congés payés, qui est importante. Ensuite, quelque chose qui peut être important pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets d'expertise comptable, parce que je sais qu'il y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui suivent le webinaire pour conseiller vos clients. Alors attention, maintenant, les preuves qui sont recueillies de manière déloyale peuvent être retenues par les juges. Bon, il faut quand même que ces preuves remplissent deux conditions. Il faut qu'elles soient indispensables à la défense. Alors, on a marqué du salarié, mais à la défense du salarié ou de l'employeur, parce que l'employeur peut aussi se prévaloir, par exemple, de vidéosurveillance qui n'auraient pas été déclarées à la CNIL ou ce genre de choses. Où les salariés n'auraient pas été informés que leur activité peut être contrôlée par le biais de ces vidéosurveillances, on pourrait imaginer ça, mais ça ne pourrait être accepté par les juges que si on n'a aucun autre moyen de prouver que notre demande est étayée. Donc attention. Et il faut aussi que le moyen de preuve ne cause pas une atteinte disproportionnée aux droits de la partie adverse. Donc, ce qui est important en fait dans ces décisions, c'est qu'avant des preuves qui étaient recueillies de manière déloyale, illégale, étaient systématiquement écartées par les juges sans être même regardées. Aujourd'hui, elles peuvent être admises sous réserve de ces deux conditions-là. Donc, pour les employeurs, ça peut poser des problèmes. Par exemple, il faut être très attentif, par exemple, dans des entretiens. Peut-être prohiber l'usage de téléphone pendant les entretiens préalables, pendant des entretiens de recadrage, pendant des entretiens au cours desquels on pourrait déjà aborder la négociation d'un accord transactionnel. Donc interdire aux salariés en fait d'amener dans ce genre d'entretien leur téléphone. Ça peut aussi conduire les employeurs à devoir former un peu plus les managers sur le harcèlement moral, harcèlement sexuel, les agissements sexistes, etc. Il faut faire attention. Ça va amener les entreprises à devoir faire plus attention aux pratiques dans l'entreprise. Le Conseil d'État est venu donner une précision. Les lanceurs d'alerte ont le droit à une protection contre le licenciement, contre les ruptures du contrat, s'ils sont de bonne foi. Et la bonne foi, attention, n'est retenue que si le lanceur d'alerte est capable d'étayer son alerte. Donc, c'est pour un peu éviter les dérives.
Donc, en matière d'inaptitude, on va vous communiquer les slides, donc je vais pas forcément les suivre. En matière d'inaptitude, j'attire votre attention qu'il faut bien lire les arrêts de travail parce que la Cour de cassation est venue préciser que quand on est dispensé de reclassement, il faut bien faire attention à ce qui est visé par l'arrêt de travail. C'est-à-dire que si la dispense de reclassement ne concerne qu'un établissement, qu'une société, il faut bien penser à vérifier si c'est limité à l'établissement, de vérifier dans toute la société, dans tous les établissements de la société, s'il y a des possibilités de reclassement. De même, si c'est limité à une société qui appartient à un groupe, il faut aller vérifier s'il y a une possibilité de reclasser le salarié dans toutes les sociétés du groupe. Sur la reprise du paiement des salaires, pareil, la Cour de cassation est venue préciser que si on a offert un poste de reclassement au salarié, que le salarié a refusé cette offre de reclassement, ce refus ne dispense pas l'employeur de reprendre le versement des salaires si le salarié n'a été ni reclassé ni licencié au bout dans le délai d'un mois suivant l'arrêt de travail. Ensuite, un point très important, il a été reprécisé que l'avis du médecin du travail peut être contesté dans un délai de 15 jours. Ce délai de 15 jours, donc il est opposable au salarié que si l'avis du médecin du travail lui a bien été notifié. Quand le conseil de prud'homme annule l'avis du médecin du travail dans ce délai de 15 jours, il n'y a pas besoin de ressaisir le médecin du travail pour avoir un nouvel avis. L'avis du conseil de prud'homme va se substituer à l'avis initial du médecin du travail. Si l'avis du médecin n'a pas été contesté dans un délai de 15 jours, j'attire votre attention que le licenciement ne peut plus être contesté sur la base de l'irrégularité de cet arrêt de travail, de cet avis du médecin du travail. Merci Cécile pour ta présentation détaillée. Bon, déjà, ça vous a permis à tous d'avoir un aperçu du travail qui est fait par notre service juridique chez Agrumes. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelques clients à nous qui étaient présents à ce webinaire. Sachez qu'on propose aussi du coup le forfait d'accompagnement juridique qui permettrait également de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas du coup à nous solliciter si jamais vous avez besoin. Eh bien, merci à tous pour votre présence, vos questions.